Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Dumas Chibozo. On se retrouve encore pour ce nouvel épisode du Codes. J'étais en train d'apprendre un certain nombre de trucs, un peu un truc là, quoi. Bon, pour faire un récap, d'accord? Je crois que c'est la semaine passée, ou depuis la semaine passée, en fait. Le procès entre Didi et puis Cassie est en plein cours, d'accord? Et il y a eu des révélations des plus... C'est pas joli, quoi. C'est pas joli pour Cassie. Depuis le début, c'est pas joli pour Didi, d'accord? Et c'est pas joli pour Cassie des trucs comme quoi, pendant elle avait commencé une relation avec son mari actuel. Elle avait continué d'écrire avec son ex, Didi, et éventuellement ils se sont rencontrés. Et apparemment, elle se serait plaint du fait que, genre, il aurait un truc bizarre comme ça. Mais ils se sont rendus compte lors du procès, parce que là, de ce point de vue, bon, disons que les gars de Didi, ils ont fait du bon taf, quoi. Dans l'interrogatoire, ils se sont rendus compte en l'interrogeant que le jour là, ils se sont rencontrés. D'abord, ils échangeaient tranquille avant, il y a no suicide. Puis ils se sont vus. Je crois ils sont allés à son appartement à elle. Et pendant qu'ils étaient ensemble, le copain à Cassie l'a appelé en FaceTime, c'est FaceTime, d'accord? Les appels vidéo sur Face, elle a rejeté l'appel. Et bon, pour le reste, ils ont eu leur histoire et puis bon, maintenant, c'est elle la victime. Anyway, ça a été débunké d'une certaine façon lors du procès. Donc, tu ne fais pas tout ça là et prétendre que tu ne sais pas ce qui va arriver pour jouer, etc. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Dans tous les cas, c'est pas joli au fait. C'est tellement pas joli le genre de truc qui était dit durant le procès que apparemment j'ai pas suivi, hein. Ça c'est juste des échos en fait. À un moment donné, les enfants de Didi se sont juste levés quoi parce que ils entendaient des trucs, quoi. C'est pas le genre de truc que tu as envie d'entendre quoi, d'accord. Anyway, c'est la l'information la moins pertinente au fait de des informations que je voulais évoquer. Il y a une autre, c'est un peu un clash entre les deux Andrew. Enfin, il y en a plusieurs d'Andrew, mais il y a un clash entre deux Andrew actuellement. Andrew Tate et Andrew Schultz. Les deux sont plutôt cool comme gars, mais apparemment Schultz aurait fait un commentaire par rapport au fait que Tate était revenu sur les États-Unis alors qu'il avait des histoires de genre procès, bref, toute la situation autour de Tate en rapport avec les accusations qui sont portées contre lui, que ce soit en Roumanie, en Angleterre, etc. Il n'y a pas de réelle poursuite aux États, il n'y a aucune poursuite aux États-Unis. Et en temps, il était retourné aux États-Unis, d'accord, quand il a eu une forme de liberté, je sais pas si je veux qualifier ça de provisoire, en Roumanie, dont il était allé aux États-Unis, il a fait une virée de peut-être une semaine, un truc comme ça. Et après, il est retourné parce qu'il devait se présenter, d'accord, devant les autorités à une date donnée. Ça, c'était en avril, si j'ai bonne mémoire. Et je crois que dernièrement, cette semaine même, normalement, il était en Angleterre pour justement un cas qui avait été ouvert contre lui par rapport à trois femmes, etc. Bref, c'est toujours des histoires rocambolesques. En fait, on a trop entendu ça, en fait, concernant les titres. Pas de leur part, quoi, genre, les interactions avec, voilà, les différentes entités judiciaires, c'est... Anyway. Donc, apparemment, Andrew Schultz aurait dit quelque chose de un peu salace. Bon, pas salace, mais genre, il a donné son avis par rapport à certains choix que Tate a eu à faire. Et il y avait un gars qui interviewait Tate sur un podcast et Andrew répondait, genre,
il n'était pas de bonne humeur le jour-là. Parce qu'il n'a pas manqué de traiter choses de stupides et de quelqu'un qui ne comprend pas la dynamique, au fait. Je ne veux pas dire de géopolitique, mais genre la dynamique mondiale de comment les choses évoluent, quoi, que souvent quand on parle de l'implication des gouvernements, il ne faut pas t'attendre à ce que les gouvernements même viennent directement, en fait, pour faire les choses. Généralement, ils vont utiliser les ONG, etc., ce genre de trucs, mettre la pression, les aides qu'ils octroient, et on dit, voilà, soit tu fais ou tu fais pas, etc. Bref. C'est le genre de truc qu'il a expliqué, d'accord, pour essayer de expliquer comment est-ce que Schulz ne comprenait pas vraiment grand-chose au fait, et donc il est en train relativement de parler de choses qu'il ne comprend pas, et expliquer le fait qu'il est américain, il est citoyen américain, il a un passeport américain, donc pourquoi est-ce qu'il ne, on lui a permis d'être un peu libre, pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas aux États-Unis, bref. Donc apparemment c'est un peu comme ça entre les deux, et l'autre couple pour lequel, c'est bizarre, hein, apparemment, Rihanna et son mari, Asap, ce serait un peu froid. Bon, genre, il y a eu des trucs, on les aurait vus, et puis bon. Asap essaie de la prendre dans ses bras, et puis bon. Tu sens qu'elle n'est juste pas d'humeur pour ça, bon. Tu sens qu'elle n'est juste pas d'humeur pour ça. Bon. Bref, ça c'est pas important. Rien de tout ça n'est important. Le plus important, c'est celui que je vais évoquer. Le dernier couple que je vais évoquer. Trump et Elon Musk. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Depuis que Elon a quitté le DOJ, bon, c'est un peu à l'étendue, en fait, entre les deux. Et au point où, bon, je sais pas dans quel ordre le truc est allé, mais le tweet que moi j'ai vu, c'est Jean Elon qui dit que, au fait, enfin, qui va lâcher une bombe, quoi. Et que la raison pour laquelle la liste de Epstein n'a pas été encore révélée, c'est parce que Trump est sur la liste. Je me suis dit, damn. Comme si leur séparation ne suffisait pas. Il fallait ça. Que Trump est sur la liste, au fait que c'est pour cela que l'autre gars là, qui est au FBI, n'a pas encore fait révéler la liste. J'ai oublié le nom du gars qui est au FBI là, c'est un Indien d'origine. Pat. Quelque chose bien Pat, quelque chose. Bref, le directeur du FBI actuellement. Kash Patel. Kash Patel, c'est ça son nom. Ouais, c'est ça. Je pense bien. Je vais confirmer en même temps. J'aime bien sa gueule. J'ai vu un certain nombre de ses représentations au niveau du Congrès. C'est-à-dire, il répondait, au fait, au Congrès sur un certain nombre de trucs, mais le gars, il te rentre dedans, quoi. Il n'a pas de temps, en fait. faut pas, faut pas venir enfin, lui prendre la tête, quoi, sur des, ouais, c'est cool, lui. 45 ans. Je savais pas. Tu le prends pas à la tête, tu ne sais pas de le manipuler, quoi. Il te rend dedans, il te remet à ta place respectueusement, solennellement. Et voilà, cache pas tel. Tu as vu ce truc. Et bon, on suppose qu'il fait du bon travail, mais avec cette histoire de Elon qui balance que Trump est sur la liste de Epstein, je ne sais pas à quoi en faire, quoi. C'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est-à-dire, pendant longtemps, je me suis dit, ok, si Trump, il était vraiment, franchement, le dernier mandat, le mandat démocratique, ils auraient pu utiliser ça pour lui faire la peau. Quoique ce n'était pas évident pour eux, puisque eux aussi, ils ont probablement beaucoup de personnes sur la liste. Anyway, ça c'est du linge sale, en fait. C'est pas tellement ça mon focus. Mais le fait que si cela est vraiment vrai, ce serait juste dommage, quoi. Déception. D'accord? Pas que ça me touche personnellement, mais bon, un peu. C'est un peu comme quand tu te dis, c'est le last man standing, quoi. Et tu te rends compte que, bon, voilà. Déjà, c'est vrai qu'on sait que beaucoup de trucs en rapport avec ces choix politiques sont liés au fait que
si éventuellement il n'avait pas gagné les élections, il aurait été poursuivi, il aurait éventuellement fini en prison à vie, en fait, pour pas forcément de bonnes accusations, c'est-à-dire éventuellement à tort, mais ce serait probablement arrivé. Et le soutien de Elon Musk et de certain nombre de personnes, en fait, d'accord, lui ont permis, en fait, de rester dans la course et d'aller au bout et de gagner. Je suis content pour ça. Je suis content pour la vision, pour le travail qu'il fait. C'est refroidissant, en fait, quoi. Déjà que les deux sont en train de faire comme ça. Au premier mandat de Trump, c'était déjà le cas. Ils avaient commencé par collaborer, d'accord. Et je pense qu'après le congrès sous Paris, en rapport avec, je crois que c'est l'écologie, je sais plus trop quoi, des trucs dans le genre. C'était quoi le nom du congrès, je sais plus. Où ils étaient en train de parler je crois, des taxes carbone. Un truc bizarre dans le style. Et Trump avait juste dit que voilà, les États-Unis ne vont pas jouer ce jeu parce qu'ils ne peuvent pas être là. La Chine serait en train de produire autant de trucs et les États-Unis vont payer le prix, quoi, un truc comme ça. Et là, on avait quitté, au fait, le côté de Trump à cette époque, il s'était détaché à cette époque. Mais ça n'avait vraiment rien de si personnel que ça, c'était plus genre, par rapport à ce truc-là, quoi. Cette divergence d'opinion, parce que c'est un peu comme si Trump se refusait, en fait, d'accepter la marche vers, ou ce genre de truc, ok, je m'engage à faire un effort pour que, d'un point de vue écologique, les choses soient mieux, en fait, entre dans le style. Donc, il s'était détaché. Mais, no hard feeling, puisque dans tous les cas, ils se sont retrouvés. D'accord? Et franchement, je me disais, ce serait un doué long film d'amour, quoi, qui durait au moins les 4 ans de ce mandat, mais on est juste au, quoi, 6e mois. Et c'est, voilà, quoi, c'est dommage, c'est dommage. Anyway, donc, dans le même temps, quand Elon disait le truc, écrivait le truc, apparemment Trump qui répond dans le style, genre, que, en fait, la chose qui cause la plus grosse consommation budgétaire, ou si veut vraiment réduire, en fait, la consommation budgétaire, en fait, du gouvernement, ce serait en arrêtant les contrats, en fait, que le gouvernement américain aurait avec Tesla et puis SpaceX. Et, et Elon aurait répondu, genre, fantastique, quoi, genre, ok, genre, allez-y, on verra, quoi. Un truc dans le délire. C'est moche, tout ça. Trop de rupture dans l'air. C'est trop moche. Anyway, venons-en au fait. Nous avons la question du jour qui est pourquoi les riches fréquentent-ils d'autres riches? Quelle question! Parce qu'ils sont riches. Les, les animaux du même pelage se promènent ensemble. D'accord? Les choses du même acabit évoluent ensemble. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Qui se ressemblent s'assemblent. Qui s'assemblent généralement se ressemblent. Et j'en passe et j'en passe. Donc franchement, ouais. Pourquoi les riches fréquentent-ils d'autres riches? Parce qu'ils sont riches, c'est cher. Pas de définition. Comment est-ce que tu vas séparer riches de riches? Pourquoi les riches fréquentent-ils d'autres riches? De quels riches tu parles qui fréquentent? C'est les premiers riches qui fréquentent les deuxièmes riches ou c'est les deuxièmes riches qui fréquentent les premiers riches? Ce sont tous... Comment établir le sens? Maintenant, si on va dans un truc de coordination qui est dans les deux sens, ça va dans tous les sens. Ok. Mais pour les mêmes raisons, en fait, c'est le même état d'esprit, c'est les mêmes enjeux, c'est le même niveau social. Beaucoup des choses les unissent. Pourquoi les pauvres fréquentent-ils d'autres pauvres? C'est le même environnement socio-économique, c'est le même niveau économique, socio-économique, et donc le même environnement de vie, etc., etc. C'est littéralement ça, en fait. C'est juste le mode par défaut d'association. À une certaine époque, les gens se retrouvaient ou se regroupaient en fonction d'un partage commun de valeurs, d'idéologies,
de langue, généralement aussi de religion, de façon générale de culture. Et on pouvait appeler ça une tribu. Mais aujourd'hui, des tribus existent encore, mais la conception de tribu a muté. C'est vrai que ce truc-là a toujours été, ça va pas être appelé tribu, mais même à l'époque où, de façon basique, il y a des tribus, il y avait ce qu'on appelait, ou ce que l'on peut appeler des classes sociales. D'accord? Et ça a toujours été, en fait, des classes sociales. Et c'est ok. C'est supposé être comme ça. Pas dans le sens où c'est une fatalité, mais c'est dans l'ordre des choses. Quand on y pense, qu'il y a des classes sociales à laquelle vous décidez d'appartenir, je dis bien, pas à laquelle vous appartenez, mais à laquelle vous décidez d'appartenir, ça c'est votre choix. Et donc, éventuellement, les riches vont se retrouver à fréquenter par défaut des riches, et les pauvres par défaut des pauvres. Le pauvre qui veut devenir riche va devoir quitter le mode par défaut et commencer par fréquenter des riches. Et le riche qui veut s'assurer de tout perdre. On voit le schéma, on ne souhaite à personne. Donc, c'est une réponse plutôt simple hein, à cette question-là. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui te permet de maintenir, au fait, cet état de choses, cet état social, etc. Parce que éventuellement, les personnes avec qui tu collabores se retrouvent dans cet environnement-là, de ce milieu-là. Donc, c'est avec ces gens que, éventuellement, vous allez retrouver à passer le plus de temps. Parce que, justement, le genre de trucs qui crée des richesses, ou le genre de personnes qui créent des richesses, sont généralement, en fait, de cette classe sociale. Donc, éventuellement, si vous vous retrouvez à créer de la richesse, vous allez retrouver à échanger très souvent avec ce genre d'individus. L'autre façon de présenter la chose, sans parler de riches et de pauvres, c'est un peu comme si je vous disais quand vous allez au marché, ou lorsque votre compagne va au marché. Pourquoi est-ce que les vendeuses se fréquentent entre elles? Elles sont tout le temps au marché ensemble tous les jours. Vous, votre compagne ou vous-même, y allez une fois en passant. Vous pouvez parler de, comment on appelle, d'emplettes, tout et tout ce dont vous voulez avec votre voisine, passionnée de cuisine, etc., votre soeur, votre mère, peu importe. Parce que c'est les gens avec qui vous évoluez au quotidien. Mais au quotidien, chez vous, vous n'êtes pas avec les vendeuses ou au moins l'une des vendeuses au marché, ou la vendeuse, quoi. Avec aucune. Vous êtes juste entre vous, votre famille, vos proches. Vous pouvez parler de, OK, il y a tel événement qu'on veut organiser, on doit acheter telle quantité de ci, telle quantité de ça, etc., etc. C'est votre cercle social. Dans le même temps, c'est vrai que chaque vendeuse a son cercle social chez elle, mais son cercle professionnel, c'est les autres vendeuses avec qui elles vont. Si la tomate prend de la valeur, ça circule l'information entre elles. Et c'est les gens qu'elles fréquentent tous les jours. Le plus clair de la journée, c'est la personne les gens avec lesquels elle est en contact, ça. Ces autres, c'est peut-être de la concurrence, mais elles ont le même plumage. Elles volent ensemble. Ça va de soi. Donc c'est un peu comme ça, en fait. Disons que c'est dans l'évolution naturelle des choses, d'accord, que les individus qui ont des choses en commun vont se retrouver à échanger beaucoup plus que ceux qui n'en ont pas en commun. Donc ça n'a rien d'intime au fait que les uns soient riches et que les autres ne le soient pas. C'est juste lié au simple fait que, ok, lorsqu'on a quelque chose en commun, on a tendance à se regrouper, en fait, ou à avoir une forme de lien ou d'affinité naturelle et à se solliciter plus souvent, donc plus fréquemment, se fréquenter plus fréquemment que fréquenter plus fréquemment. Ok. Que ceux qui n'ont pas, en fait, ce même genre d'affinité. Et en réalité, il n'y a pas grand-chose qui soit forcé dans ça. Ce qui est souvent forcé, c'est lorsque justement, là où il faut forcer, généralement, c'est lorsqu'on veut quitter, en fait, un milieu pour un autre. Et quand je dis forcer, j'exagère, en fait, sur le terme. Lorsqu'il faut
Là où il faut, comme je l'ai évoqué plus tôt, être dans une dynamique consciente. C'est-à-dire, c'est pas le mode par défaut, le mode, je veux dire, naturel des choses, mais disons par défaut des choses. C'est lorsque vous voulez quitter un certain milieu pour un autre milieu. Parlant de riches et de pauvres, lorsque vous voulez quitter une classe sociale pour une autre, vous allez devoir changer votre temps. Le truc, nous disons, tu as la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent. Ça répond à cela. C'est-à-dire que si éventuellement, les 5 personnes que vous fréquentez appartiennent à une classe donnée, vous êtes probablement de cette classe-là. C'est-à-dire la probabilité que vous soyez d'une autre classe et les 5 personnes que vous fréquentez le plus soient d'une autre classe. Elle existe, mais c'est pas tout le monde, quoi. C'est les exceptions, les outliers. C'est juste des exceptions, d'accord? Parce qu'en règle générale, les gens que vous avez fréquenté le plus appartiennent au même niveau social que vous. Vous avez passé le plus clair de votre temps avec ces gens, vous avez passé beaucoup de choses à échanger. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous soyez dans une classe de riches, par exemple, vos 5 meilleurs potes sont riches, que vous soyez pauvre? C'est totalement possible. Et la preuve de ce que je dis, c'est, une fois j'écoutais Gary Vee, il parlait, et il disait, voilà, qu'il a un pote qui est truc là. Genre, je crois le monsieur, il est instituteur, un truc comme ça, et qui est super content avec ça. Lui, il n'a juste pas, son objectif, c'est pas de faire, Gary Vee, il vaut des millions, des centaines, quelques centaines de millions de dollars. Mais son pote, il n'a juste pas, c'est juste pas son ambition, c'est même pas son problème. Lui, il a sa famille, il fait son barbecue, etc. Chaque week-end, il est super happy. Vous voyez un peu le schéma. Bon, maintenant, est-ce que il n'a qu'à arriver comme pote de ce niveau social? Là est la question. Parce que ce qui me surprendrait, c'est que, en parlant du monsieur en question, que tous ses potes soient du niveau social de Gary Vee. Parce que, généralement, lui-même va chercher à, généralement, les gens n'aiment pas se sentir différents. Donc, de deux choses l'une. Soit il va se faire de nouveaux amis. S'il est le seul d'un niveau social, enfin, d'un niveau économique, en décalage par rapport à ses 5 amis, de deux choses l'une. Soit il va se faire de nouveaux amis qui répondent à son niveau social. Soit il va tout faire, taffer, d'accord, pour être du niveau social, au fait, de ses amis. Pas pour leur plaire, mais parce que de toute façon, c'est une bonne chose, au fait, d'avoir du succès financier dans la vie. De toute façon. C'est-à-dire, il y aura un mouvement d'entraînement. Ils vont juste dire, allez, viens, etc. Ça me rappelle le film, là, français. C'est un truc que j'ai super aimé regarder. C'était une trilogie. La vérité si je mens. Avec José Garcia, d'accord, et puis les autres dont je ne connais pas vraiment le nom. Et bon, dans l'histoire, c'est Serge Abimbol, il s'appelait. Il y a Patrick Benamou, d'accord. Yallah! J'ai adoré la vérité si je mens. Tous mes potes, on a un certain nombre, il y a quelques années, je crois vers 2010, 2013, entre 2010 et 2013, on regardait la vérité si je mens encore et encore, on adorait juste regarder ça, c'est juste du super marrant, c'est le genre de rare film français que j'ai eu, disons, l'opportunité de regarder, que j'ai apprécié regarder et qui m'a fait rire. c'est, c'est, c'est juste du délire. De mon point de vue, c'est juste bien réalisé, quoi. C'est juste bien réalisé. Je crois que c'était 2 ou 3. C'était une trilogie ou c'était juste 2, je sais plus. Il y a longtemps. Et dans cette dynamique, au fait, enfin, dans la vérité, si je mens, Serge Benamou. Je veux mélanger les noms et prénoms. Serge Abibol, non. Serge Benamou, au fait, je crois que c'est José Garcia qui jouait le rôle, au fait. C'était le crevard du lot, quoi. Le genre de gars, il n'a rien à foutre de sa vie, et puis, tu l'appelles à 11 heures, il est en train de dormir. Tu l'appelles, il décroche, tu lui dis, ah, on a tel programme. Est-ce que tu peux venir? Il dit, attends, je vois mon agenda.
L'autre, là, il peut me dire, il dit, ah, ok, j'ai rien de prévu sur mon agenda dans ce créneau horaire, là. Et puis, non, mais c'était juste super marrant. Mais finalement, ce que j'ai adoré, au fait, dans la vérité, si je mens, c'est que ce sont tous des potes. Il y a deux qui sont cousins dedans, un truc comme ça. Et il y a un qui est le beau-frère de, bref, ils ont des liens, etc. Mais ils ont trouvé le moyen, en fait, de s'emmener en haut. D'accord? Et pas de façon gratuite, quand même. Parce que Serge, qui n'avait pas, en fait, c'était pas un commerçant, c'était pas un businessman, etc. Il avait juste sa façon d'être qu'ils ont su utiliser à profit à un certain nombre d'occasions, en fait. Et il y a une scène dans l'histoire où ils se sont fait avoir par un gars, d'accord? C'est les affaires. Et pour, ils avaient un double objectif. Non seulement se refaire financièrement, mais faire mordre la poussière au gars, quoi. Lui faire payer. Et ils se sont arrangés pour avoir un deal sur comment on appelle-t-on? Des habits, supposément pour bébé. Et ils avaient passé la commande au Maroc. Un truc dans le style. Et l'idée, c'était que c'était juste un coup foireux en réalité. Effectivement, la commande existait, mais ce n'est pas sûr à quoi. Parce qu'ils se sont arrangés pour que le gars en face, c'est-à-dire le gars qui leur a fait un coup foireux, qui serait donc un peu un concurrent en fait, soit informé. Et le gars s'est dépêché. Et pour la négociation, c'est Serge qui s'est chargé en fait de la négociation. Et ses potes, ils étaient cachés, genre comme derrière des nappos, des fenêtres, etc. Ils observaient. Et puis, tu vois Serge qui enchérissait en fait sur la marque parce que c'est comme deux concurrents qui veulent acheter une marchandise, d'accord? Seulement que les Serge, c'est eux qui avaient passé la commande, mais l'autre vient, il veut se glisser, il veut imposer, etc. Ok, donc c'est un peu comme si Serge dit 10 000, l'autre gars dit 15 000, Serge dit 20 000. Le problème c'est que si l'autre ne réenchérit pas, eux ils seront obligés de payer les 20 000. Or leur but c'est de faire payer la marchandise à l'autre. Enfin, par l'autre. Faut que l'adversaire paye la marchandise. Donc, faut pas trop renchérir, sinon l'autre ne pourra pas proposer plus haut, en fait. Tu vois. Si j'ai monté les enchères, les gars là-bas, ils paniquaient parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? On lui avait dit de s'arrêter à tel montant, le gars. Sergi, il est juste spontané. Et finalement, bon, l'autre a donné un montant. Damn, et puis à un moment donné, Sergi dit, bon, c'est bon, que, bon, il veut plus. Le gars paye ça, c'était du n'importe quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, genre, imaginez, vous commandez un vêtement pour bébé, d'accord, et quand ça vient, vous voyez que, est-ce que c'était un truc pour bébé? Oui, c'était genre des vêtements pour bébé façon, mais quand ça vient, c'était plutôt comme de petite taille, comme des trucs pour petites poupées. Genre, vous attendez à des trucs en centimètres. Et c'était en fait exactement ça en fait dans le film. La commande a été passée pour des mesures en millimètres. Mais quand toi tu veux faire ton truc, tu t'attends à ce que les mesures soient en centimètres. Donc, le monsieur en face, il n'a pas vérifié, au fait, mais pour lui, d'office, c'était supposé être en centimètres. Mais la façon dont eux, ils ont fait le coup, c'est qu'ils ont passé la commande pour des trucs en millimètres. C'était des petits trucs comme ça. Donc, finalement, il a gagné le pari, il a payé la marchandise, etc. On lui envoie la marchandise, il se rend compte que cette petit truc, il se dit, mais c'est quoi ça? Et il regarde, en fait, sur le catalogue, il voit les mesures, il voit que c'est en millimètres, il comprend qu'il sait faire, etc. Bon, anyway. C'était super top. Pour dire que, pour revenir à d'où je suis parti. Dans certains trucs, généralement, lorsque la majorité des gens sont dans certains plumages de deux choses ou d'une, soit celui qui n'est pas du même plumage va repeindre tout son plumage pour coller au groupe, ou soit il va se trouver un groupe qui a le même plumage que lui. Ça va généralement se passer comme ça. Parce que généralement, les gens qui vont partager le même état d'esprit, les mêmes grands objectifs, c'est-à-dire les
comment l'appelle-t-on? C'est-à-dire la même grande vision du monde où les mêmes opportunités au fait de l'existence vont se retrouver dans les mêmes environnements, vont naviguer dans les mêmes océans, en fait, pour le dire simplement ainsi. Et c'est totalement OK. Donc, pourquoi les riches fréquentent-ils d'autres riches? Pour cette simple raison. Et ils n'ont pas de raison de faire autrement. Parce que si tu veux des opportunités qui vont te permettre d'être encore plus riche, tu devrais te rapprocher donc de ceux qui le sont. Forcément. Voilà. En réalité, il n'y a rien d'autre à dire sur ce truc. C'est pas supposé même mériter, de mon point de vue, une longue discussion. Donc, sur ce, je vais vous dire bonsoir.